Exact, voilà, et j'adore cet exemple. Je le reprendrai à l'occasion, mais c'est exactement ça. Voilà. Après, tu peux pas parler non plus toutes les langues, hein. C'est d'où l'intérêt d'intégrer un acteur qui maîtrise cette compétence pour pouvoir répondre à tous les voyageurs. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit BNB. Esprit BNB, c'est le podcast qui va booster ta location courte durée, mais pas que. Si tu fais de l'IMO en général, tu verras qu'ici, on aborde beaucoup de thèmes autour de l'IMO. Je suis Lauriane en mode méga rhume. Je vais faire de mon mieux pour tenir l'épisode, ne pas trop me coucher... Non, pas me coucher, ça c'est un lapsus. Je voulais dire que je vais pas trop me moucher, je vais pas trop tousser, du moins je vais essayer. Je vais faire en sorte que vous me compreniez bien et puis que j'ai pas trop le cerveau dans la brume. Bref, un vrai défi pour moi aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je suis accompagnée de Maxime. Salut à tous, bienvenue dans cet épisode. Voilà, un vrai expert sur le thème du jour et d'un invité qui répond totalement à ma problématique du moment puisque je passe d'une location courte durée à 6. Donc, tenir sur la longueur avec mes LCD sans m'épuiser, comment garder mes soirées tranquilles et ne pas être stressé par mon portable, les guests vont-ils appeler ou est-ce que tout se passe bien? Bref, comment me rendre la vie beaucoup plus douce. Alors, pour ça, j'ai adoré parcourir ses réseaux sociaux, notamment ses vidéos. Il a une communication que j'aime bien, elle est hyper décalée, un peu old school, tout en étant moderne et impactante. En tout cas, moi qui aime analyser la communication des entreprises, je me suis régalée. Alors, j'accueille donc aujourd'hui Gary, le fondateur d'Albert, un service client spécialisé en location courte durée. Bonjour Gary. Bonjour, quelle présentation. Je prends volontiers. Beaucoup. Et je m'applique pour les faire à chaque fois. Alors, je vais pas te poser la question pourquoi avoir choisi le nom Albert pour ton entreprise. Je crois que tu as déjà assez répondu à cette question. Personnellement, j'avais imaginé 2 hypothèses. Soit le choix commercial d'un prénom assez commun, old school et percutant pour qu'il se retienne facilement, ou un prénom plein d'affect pour toi. Eh bien, j'ai eu ma réponse dans l'une de tes superbes vidéos. Je vais pas tout vous dévoiler, sur Papy Albert, bien que là, je viens de vous donner un indice. Je vous invite donc vivement à aller sur Instagram d'Albert dans la pastille à propos. Vous aurez la réponse de Gary et franchement, ça vaut vraiment le coup d'aller l'écouter parce que Papy Albert, il est fun. Alors, avant de plonger dans cette interview, j'avais envie de l'annoncer haut et fort. Enfin, vous pouvez accéder à la formation Follow BNB où je vous aide à optimiser vos réseaux sociaux afin d'avoir un maximum de réservations en direct, se démarquer de la concurrence et par effet de boule de neige, booster votre chiffre d'affaires. Vous étiez beaucoup à me relancer, eh bien, vous allez pouvoir la mettre sous votre sapin de Noël. Ho, ho, ho. Et bien, comme toujours, le lien est sous cet épisode. Allez, passons à l'interview du jour. Gary, si j'ai bien compris, tu viens de l'hôtellerie et tu as décidé de créer une solution pour faciliter la vie de tes potes qui font de la location courte durée. C'est super généreux de ta part, mais entre l'idée de vouloir simplifier leur quotidien et la réalisation, il y a un travail titanesque, je suppose. Est-ce que tes potes, ils te manquaient à ce point-là pour vouloir leur libérer du temps? Ou alors il y a une autre raison en plus? Alors, effectivement, il y a une autre raison en plus, parce que voilà, on parle de business quand même. Je lance très peu de business pour mes amis, même si je les aime de tout cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'après-Covid, il y a une sorte de niche qui s'est créée, c'est qu'il y a beaucoup de petits hôtels en vente. Ce sont des hôtels qui ont entre 10 et 20 chambres, mais financièrement, en fait, c'est impossible de les tenir de manière rentable sans qu'il y ait les propriétaires sur place. Lorsqu'on est hôtelier, on est tenu par une norme ERPO ou ERPE, ça dépend le statut que vous choisissez. Vous êtes obligé d'avoir quelqu'un sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les normes incendie. Chose qu'on n'est pas tenu dans la location courte durée, etc. Du coup, j'ai voulu me précipiter dans cette niche où, du coup, on peut avoir des hôtels, des fonds de commerce vraiment abordables. Mais je ne veux pas y vivre, moi, dans ces hôtels. Je ne veux pas être la personne qui vit derrière l'hôtel. Alors, je ne juge pas les gens qui ont cette logistique, mais c'est vraiment pas du tout mon tempérament ou mon souhait de base. Donc, j'ai dû trouver un moyen d'amortir en fait tout le personnel que j'embauche dans mes hôtels et le mettre à contribution. Donc voilà comment est vraiment né Albert, c'est-à-dire qu'après une période, j'avais entre 14 et 18 000 euros de personnel à payer tous les mois et c'est relativement cher dans un écosystème justement qui est petit. Donc, je l'ai ouvert à mes copains qui étaient prêts à participer et puis en même temps, voilà.
peu de personnes sont particulièrement fans de décrocher en permanence le téléphone à n'importe quelle heure pour parfois écouter les émotions et les états d'âme de voyager. Non, mais Donc c'est voilà. clair. Non, on n'est pas fan, mais surtout au début, alors pour ceux qui démarrent, hein, moi je le vois, alors, comme je le dis à chaque fois, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le monde de l'entreprise, j'avais des salariés, plein de choses, donc j'ai beaucoup plus l'habitude de déléguer dès que c'est le moment de déléguer. Mais la plupart qui se lancent, souvent veulent tout maîtriser. Alors ce qui est bien, parce que comme ça, on apprend, on se casse les dents dessus, on voit ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie, donc c'est pas plus mal. Mais effectivement, à un moment donné, il faut apprendre à déléguer parce qu'on ne peut pas être dépendant de son téléphone et d'un client qui, tout simplement, appelle à 11h du soir, 23h, excusez-moi, à 23h et qui a juste pas lu ses mails et qui a pas le code de la porte d'entrée, tout bêtement, quoi. Juste ça déjà, quoi. Exactement. Et ça arrive assez souvent. Écoute, moi j'ai quelques points à aborder avec toi parce que j'ai demandé sur nos réseaux, à nos auditeurs s'ils avaient, des questions déjà à te poser. Donc on va déjà faire ces questions et puis, je remercie, tous les auditeurs qui m'ont envoyé des questions. Ça va nous faire quasiment, l'épisode. En plus, Maxime, lui, qui est super motivé, donc c'est bon. Moi, mon script cette fois-ci, il était super facile, hein. J'avais pas grand-chose à gérer et ça, c'est cool. Alors écoute, j'ai eu pas mal de questions. Les questions qui sont ressorties le plus, je les ai regroupées. Alors déjà, la première, c'est est-ce que tu peux expliquer le déroulement de l'onboarding d'un appartement? Donc, Albert, chez Albert, nous, comme tu l'as dit, en fait, on a un service client, mais pas que. C'est-à-dire que nous, on va vraiment intervenir en tant que client de l'activité de location courte durée. Parce qu'on va répondre aux voyageurs sur toutes les plateformes, téléphone, SMS, appel WhatsApp, peu importe le moyen de communication. Mais aussi, on doit être capable de contacter les femmes de ménage, les supports techniques en cas de problème. Parce que notre activité regorge de problèmes. C'est pas parce qu'on est mauvais qu'on n'a pas de problème. Ça fait partie du jeu. Il y a de la casse, il y a des potes, etc. Donc, nous, chez Albert, on va collecter un maximum d'informations sur le logement, mais aussi sur l'activité opérationnelle. Donc, on a créé un formulaire sur mesure qui va justement nous permettre de comprendre l'appartement, mais toute la logistique opérationnelle pour qu'on soit vraiment, en fait, en tant que client. Parce que forcément, il y a des situations que nous, en tant que service client, soit on ne peut pas savoir comment les gérer, parce que voilà, c'est trop technique sur le logement, sur le type de bien, etc. Mais surtout, en fait, ce n'est pas notre business. C'est-à-dire que ça peut avoir de grosses conséquences financières si jamais on se loupe, si jamais on ne répond pas correctement, on ne fait pas la bonne logistique pour résoudre le problème. Donc, on a vraiment besoin, nous, pendant l'onboarding, de répondre à ce questionnaire. Alors, ça prend 5 à 10 minutes, beaucoup moins quand on connaît très bien ses appartements, parce qu'il n'y a aucune question piège. Et dans tous les cas, ça s'affine au fur et à mesure du temps. C'est ce que j'avais demandé parce que souvent, peut-être certains, comme ils n'ont pas forcément testé ou comme ils délèguent tout de suite à une femme de ménage, connaissent pas forcément tous les problèmes de leur appart. Eh bien, c'est exactement ça. Je préfère rassurer tout le monde. J'ai beaucoup de gestionnaires qui rejoignent Albert et ils nous disent « Mon appart, il est parfait, il n'y a aucun souci, la logistique, elle est rodée. » Nous, au bout de 3-4 semaines, on sait la vérité. On sait si la fenêtre, elle est bancale, on sait si la porte, elle s'ouvre correctement, on sait exactement l'époque de l'appartement. Et c'est pas grave, mais on peut avoir justement en amont, grâce à ce questionnaire, en fait, tous les éléments qui pourraient nous aider à ne pas redéranger ou à mettre à jour notre base de données pour répondre aux voyageurs. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a voulu opérer, parce que voilà, des fois, il y a aussi un peu d'égo, il y a certaines personnes qui ont des très beaux appartements, mais dans un parc, on en a toujours un petit peu les vilains petits canards qui ont besoin d'un coup de rafraîchissement. Donc, même pour ce type d'appartement, on a une logistique appropriée et c'est le but d'Albert, de s'adapter à tout type d'appartement. Ok, super. Et comment tu fais pour retrouver une information assez rapidement, en fait, notamment, par exemple, quand un client t'appelle à 23h, il recherche une information précise et il a besoin de l'info vite, quoi. Alors, on a beaucoup évolué. Alors, à terme, on a toujours cette base de données centralisée avec une barre de recherche, c'est-à-dire que nos agents, ils ont un processus de sécurité pour chercher le logement en base de données. Mais depuis 3 mois, on a notre plugin Albert qui nous permet en fait d'analyser l'ID de la conversation Airbnb. Il va être capable de savoir quel logement ça correspond, lire toute la conversation pour nous suggérer des réponses. C'est-à-dire que nous, le rôle des agents, c'est d'apporter de l'humanité. C'est pas spécialement répondre à une question parce que toutes les réponses en sont en base de données. Donc, elles sont soufflées par notre IA. Et nous, nos agents, eux, ils n'ont plus qu'à vérifier l'humeur de la conversation, vérifier aussi que ça a un sens en fonction des échanges qu'il y a eu précédemment. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on opère. On a tout synchronisé, en fait, automatiquement. Airbnb, Booking Channel Manager. Dès qu'on a une question sur l'appartement, le cosy bleu sur la Wi-Fi,
bam, en une seconde, nous, on a la réponse qui est déjà prête. On a pu cliquer sur envoyer, vérifier si elle est bonne et cliquer sur envoyer. C'est comme ça qu'on a mis en place notre logistique. Je rebondis tout de suite sur quelque chose que tu viens de dire parce que ça fait partie des questions que je comptais te poser après. Qui vient du monde de la relation client, qui vient de ce milieu-là, il y a la question de l'IA, un outil que vous utilisez aussi chez vous. Et tu parles justement d'humaniser cette relation client. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui se placent sur le marché en full IA. C'est-à-dire qu'ils vont mettre des chatbots conversationnels et ils vont remplacer l'humain. Et du coup, quelle est la valeur pour toi, la valeur ajoutée de l'humain dans la relation client? Ça va, je pense qu'on est encore on est très jeune dans cette technologie, mais surtout vis-à-vis du client. C'est-à-dire que je pense, nous, en tant que gestionnaire, on est déjà prêt à déléguer l'intégralité de notre service client à une IA. Mais le voyageur, lui, n'est pas prêt psychologiquement. Je vais vous donner un exemple tout bête. Notre outil qui est développé avec des API de connexion, etc., on pourrait le laisser en autonomie. Et c'est possible, après 23 heures, si vous souhaitez le laisser en toute autonomie. Mais je ne le recommande pas. Et personnellement, je ne l'utilise pas en autonomie parce que c'est un fiasco total. Elle ne s'arrête pas de parler. Alors certes, elle répond à toutes les questions, mais elle ne s'arrête jamais de parler. On peut avoir d'énormes problèmes sur Airbnb dès que les conversations et les gens jouent avec. Donc pour le moment, je pense qu'elle a ce côté trop responsif sur la situation et elle n'est pas encore assez entraînée. Malgré qu'on a des très bons prompts qui sont relativement longs et précis, je pense que ce n'est pas encore prêt, mais je pense très sincèrement que d'ici 1 ou 2 ans, ça soit vraiment éduqué dans les mœurs environnantes et puis voilà. Et on aura beaucoup moins besoin de services clients comme Albert au quotidien. J'en suis persuadé. Tu vois, moi qui viens du monde du transport en commun, c'est vrai qu'on avait des questions qui étaient assez banales, pas très spécifiques, qu'on peut retrouver assez facilement dans une base de données, comme les horaires, comme les abonnements. Donc du coup, c'est des questions qui sont assez courantes. Et on se rendait bien compte d'une chose, c'est que finalement ces données qui étaient accessibles au plus grand nombre, on se rendait compte que finalement c'était soit que les personnes n'avaient pas forcément envie de chercher, ou même n'avaient pas la capacité de les trouver. Et donc du coup, il y avait la nécessité d'avoir un humain pour répondre à leurs questions et à leurs craintes. Pour revenir sur la location courte durée, on se rend bien compte que l'humain en fait revient au centre des enjeux. On en parle dans l'épisode Professionnel Histoire Humeur. Aujourd'hui, quand on voit que les hôtels se déshumanisent de plus en plus avec des automates et des guichets à l'entrée, on constate que les voyageurs ont ce besoin, cette recherche de contact direct, de contact humain. Là où je rebondis sur ce que tu dis, c'est que je pense l'humain restera premium. Un hôtel 5 étoiles où, quand on a un peu de standing, qu'on veut vraiment apporter une expérience très qualitative, l'humain ne disparaîtra pas. C'est-à-dire que voilà, aussi c'est un plaisir. Moi, je sais que quand je voyager, j'aime avoir quelqu'un qui puisse répondre à mes questions. Surtout quand on va dans un endroit qu'on ne connaît pas, où on va vivre, on va dormir, on va séjourner. C'est très important d'avoir quelqu'un, je pense, au téléphone. Donc, il y aura une balance à trouver au fur et à mesure du temps entre l'humain et l'IA. Albert n'est pas de l'IA, c'est 100% humain, mais ce n'est pas de l'IA. Et je ne pense pas que je franchirai ce cap de 100% IAisé, je ne sais pas comment ça se dit, pour le mettre à disposition des gens parce que je pense sincèrement que la touche humaine est extrêmement importante sur l'humeur, sur comprendre un peu le biais cognitif que peut avoir la personne. Il y en a, ils sont peut-être mal intentionnés sur vos appartements, sur vos négociations, etc. Et l'IA, ça ne le détecte pas ou peut-être ne le détectera pas très, très bien. Donc, je pense que c'est vraiment important de garder toujours une couche humaine derrière l'écosystème. C'est simplement ça. Alors, moi, j'en reviens juste sur le fait où j'étais pas trop d'accord sur ce que tu disais, Maxime. Moi, je prends mon cas personnel hein, et je vois de plus en plus de personnes. Tu vois, quand je voyage, moi, j'ai de moins en moins envie que d'avoir une personne physique qui me donne les clés. Perso, ça me gonfle parce qu'il faut gérer le timing, le machin et tout. Ça me gonfle. Et sur plein de questions, tu vois, qui peuvent être gérées, je préfère une IA où cash, je pose ma question, bam, derrière j'ai ma réponse et ça dure pas des plombes parce que soit je me déplace pour le boulot que j'ai pas le temps et
À contrario, si c'est pour mes vacances, bah, j'ai pas le temps non plus parce que je suis en train de me reposer, j'ai pas envie de me de me faire chier à passer 3 plombes à ce qu'une personne me réponde. Mais après, effectivement, je suis d'accord pour des points peut-être plus précis, effectivement, qu'il y a un humain derrière, OK. Mais tu vois, moi, je fais partie de cette, alors pourtant, je suis plus, beaucoup, tu me le dis assez souvent, je suis plus âgée que toi, mon petit et finalement, l'IA, ouais, je crois que je suis plus jeune que toi. Je pense que dans les habitudes, tu es plus jeune que moi. Moi, je vais avoir tendance à dire que j'ai besoin d'être rassuré. Dans la relation client, je pensais surtout aux personnes qui étaient en difficulté. L'objectif, c'est pas de répondre à 80% des voyageurs. Non, c'est de répondre aux 20% de voyageurs qui sont en difficulté. Et dans ces 20%, tu peux refaire un Pareto. Je suis persuadé que dans ces 20%, tu as 80% des voyageurs. C'est une angoisse psychologique, c'est une crainte à laquelle il faut répondre. Tu vas en avoir beaucoup qui vont peut-être avoir une peur due à quelque chose qu'ils n'ont jamais utilisé, comme une boîte à clés. Comment ils vont faire pour rentrer dans le logement sans avoir d'expérience sur le site. Du coup, l'humain saura détecter ça. Je ne pense pas que l'IA, même à une échelle de 1 ou 2 ans, sera en capacité de percevoir les ressorts psychologiques et les craintes des personnes qui l'appellent. C'est pas grâce à l'IA, le full IA, qu'on pourra rassurer un voyageur par téléphone. Peut-être que l'IA arrivera à détecter un champ lexical de la peur, de l'angoisse, mais je suis pas sûr qu'à court terme, elles soient en capacité de répondre à cet enjeu. Mais du coup, en t'appuyant sur cette IA, quels sont, toi, tes délais moyens de traitement et la durée de tes appels pour être en capacité de répondre aux craintes des voyageurs? Alors, ça, c'est une excellente question. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs qui influent sur le temps de réponse. Déjà, le premier, ça va être la complexité du problème. Nous, lorsque on nous contacte, alors un mot de passe Wi-Fi, très bien, on l'a en base de données. Par contre, il y a un cumulus qui fuit. Nous, on n'est pas sur place. On va toujours demander des photos et des vidéos de l'éventuel problème parce qu'on ne croit personne sur parole. Malheureusement ou heureusement, ça, c'est un autre débat humain. Je ne pense pas que ce soit l'enjeu du podcast. Mais déjà, nous, on va déjà analyser toute la situation, comment on peut la résoudre et qu'est-ce qui se passe. Donc là, ça va pouvoir influer. Techniquement, nous, on peut répondre immédiatement. On est toujours prêt à répondre. Par contre, si derrière, on a besoin d'informations complémentaires sur comment intervenir, à ce moment-là, nous, on va toujours temporiser avec le voyageur. En général, par écrit, c'est entre 1 à 3 minutes maximum de délai de réponse. Au téléphone, vous attendez maximum 1 minute. Après, un samedi où s'il y a 500 problèmes, et ça nous est déjà arrivé, on a eu un samedi, on a eu 2500 check-ins à gérer et on a eu au moins 500 problèmes à gérer. C'était un enfer total. Donc, en fait, tout ça, c'est vraiment humain. Ça va dépendre de la situation, du problème de l'appartement, de la situation X ou Y. Donc, nous, de notre côté, nous, on garantit au minimum 3 minutes de réponse, au maximum 3 minutes de réponse par écrit et 2 minutes aux appels pour répondre. La plupart du temps, les gens patientent relativement bien ou sinon, en attendant qu'ils patientent, ils trouvent les informations parce que techniquement, tout est dans la conversation. Après, il faut savoir que nous, chez Albert, on est proactif sur le service client. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que les gens nous appellent. Non, on appelle tout le monde le jour de l'arrivée. Alors déjà, pour leur souhaiter la bienvenue, bien évidemment, parce qu'on est poli, on est accueillant, et surtout pour vérifier qu'ils aient bien lu et compris les informations. Parce qu'en fait, il y a des gens, ils lisent, mais leur lobe préfrontal ne capte pas l'information. Tiens, ça c'est intéressant parce que ça je l'ai pas, enfin je l'ai pas vu sur le site. Pourtant j'ai parcouru le site et tout, et ça je l'ai pas vu qu'il y a ce premier appel qui est fait déjà pour limiter les futures questions quoi en fait. Ça c'est top. C'est l'Albert Collard, c'est sur notre offre. C'est un appel. Alors, Désolé, tout j'ai pas vu. le monde ne décroche pas le téléphone. C'est là où ça devient intéressant, c'est parce qu'on se rend compte que 70 à 80% des gens ne décrochent pas le téléphone. Pourtant, on appelle avec un numéro mobile, donc on n'est pas un 09. Voilà, on sait très bien les appels fixes, quand ils nous appellent, on sait pour nous vendre un truc. Ce n'est pas notre cas. Pourtant, il y a peu de personnes qui répondent. Par contre, on va faire une couche avec une petite voice note. Parce que souvent, les gens, en fait, surtout quand on prend des cautions sur Booking, les messages s'envoient uniquement sur la caution et les prises. Donc, nous, c'est notre travail de vérifier si les cautions sont bien prises, les ventes complémentaires éventuelles qu'il peut y avoir à droite et à gauche. Donc, nous, lorsqu'on les appelle ou lorsqu'on fait une petite piqûre de rappel sur leur accueil,
c'est notre rôle de vérifier que tout est en place, aussi simplement que ça. Super. Du coup, je rebondis sur ton samedi de rush. On sait qu'en relation client, on a quand même des capacités techniques qui sont limitées. On prend par exemple, si tu as une équipe de 10 personnes, on sait globalement que tu as 600 minutes du coup disponibles au téléphone. Et en réalité, c'est même pas ça, puisqu'entre plusieurs appels, il y a du délai. On n'est pas en capacité d'enchaîner les appels au fur et à mesure. Donc du coup, si on atteint 400 minutes disponibles, c'est déjà pas mal. Du coup, toi, comment fais-tu pour traiter ces appels manqués? Alors, tu dis que entre-temps, certains ont trouvé l'information, mais il y en a quand même qui ne l'ont pas trouvé. Est-ce que tu as mis en place un système de rappel? Est-ce que tes équipes arrivent à suivre les appels manqués? Comment as-tu fait? Alors, c'est une excellente question, mais en fait, pour que je puisse te répondre à cette question, il faut que tu comprennes l'écosystème d'Albert, nous, comment on travaille. C'est-à-dire que on a 3 postes. Peut-être ça te parlera vu que tu as été dans le domaine des centres d'appel. Nous, on a les personnes, on a une équipe, c'est la plus petite équipe, elle va gérer les demandes de réservation, préapprobation des réservations, tout ce qui est avant la réservation. Donc ça, c'est la plus petite équipe d'Albert. Pourquoi en fait on a séparé en équipe? Parce que tout le monde n'est pas capable de bien gérer les appels, tout le monde n'est pas capable de bien gérer les messages et encore moins tout l'aspect commercial qu'il peut avoir avant la réservation. Donc non, nous, en fait, on a segmenté déjà les talents. C'est la prérogative pour nous qu'on a fait dès le début. Ensuite, on va avoir une équipe, c'est la plus grande équipe qui va gérer les chats. C'est-à-dire cette équipe, elle est là juste pour gérer les messages sur les plateformes, les SMS, les WhatsApp, tout ce qui peut tomber en message écrit. On va y répondre. Et ensuite, là, c'est entre guillemets les petits tueurs chez Albert. C'est vraiment, moi, je considère vraiment les meilleurs agents. On les met aux appels. Ces personnes, elles sont capables de bien gérer les conversations. Elles sont vraiment formées pour répondre le plus rapidement possible avec le plus d'empathie possible sans que les personnes se sentent bousculées parce que forcément, comme tu l'as dit, je ne peux pas avoir quelqu'un qui reste une demi-heure au téléphone avec un voyageur. Même si on doit rester un quart d'heure au téléphone, même parfois faire des visios avec le voyageur pour le guider, on le fait. Mais voilà, c'est une balance à jouer. Donc nous, on a une structure qui nous permet de gérer une certaine quantité d'annonces. Par exemple, là, on a une capacité de 6000 annonces. On n'a pas 6000 annonces en gestion. Mais là, de la manière dont on est bâti, on se dit, là, on peut gérer 6000 annonces avec ce qu'on a vu surtout cet été. Et cet été a vraiment été très formateur parce que Albert a que 14 mois. Donc ça a été vraiment notre premier été à découvrir un petit peu le flux, un tel flux de messages. Et c'était vraiment impressionnant. Donc voilà, on apprend. Mais là, du coup, on a surpassé en fait, comme dans tout, que ce soit pour un réservoir d'essence ou peu importe, on prévoit une marge de manœuvre. Donc en fait, j'ai toujours une marge de manœuvre, une perte d'agents qui font strictement rien. Et c'est là en fait où il y a de la prestation complémentaire. Nous, par exemple, ils font rien, ils vont gérer les avis. Ils vont gérer aussi parfois, ils vont vérifier si les messages sont corrects. C'est-à-dire que nous, si les messages sont trop longs, pas assez optimisés, on perd trop de temps parce que justement l'information n'est pas assez concise. C'est notre rôle en tant que service client d'avoir un pouvoir d'autorité. Donc, on a cette marge de manœuvre où j'ai des gens qui font rien. Par contre, quand ils font rien, ils vont faire d'autres tâches liées à la location courte durée. Ça peut être des plannings, ça peut être du développement, ça peut être plein de petites choses. Il faut maximiser la polyvalence des agents en fait. Exactement. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour le moment pour pallier à ça. Oui, c'est une organisation qui est logique en soi. Quand tu fais de la relation client, en général, dans les périodes creux, soit tu cales des appels sortants, soit tu fais tout ce qui est asynchrone avec de la gestion de messages et surtout d'emails. En gros, tout ce qui est non urgent, que tu peux décaler et qui n'a pas besoin d'une réponse en temps réel. Après, tu peux également positionner les réponses aux messages en temps réel, que ce soit Messenger, les messages, les textos, les choses comme ça. C'est super intéressant ce que tu nous partages. Et du coup, vous êtes positionné comment? Vous êtes sur un plateau où les gens sont full remote, chacun chez soi? Alors, explique juste remote pour ceux qui nous écoutent. En remote, en fait, ça signifie qu'on fait appel souvent à des indépendants qui travaillent d'endroits tiers, que ce soit de chez eux ou de bureaux qu'ils ont pris pour eux. Ça se fait de plus en plus en relation client. Absolument. Et moi, je m'y oppose totalement. C'est-à-dire que chez Albert, déjà, il y a mes appartements. Donc, je considère que ça a de la valeur pour moi, à mes yeux. Mais maintenant, on a beaucoup d'appartements. Alors, on a aussi bien le petit appartement en Seine-Saint-Denis, voilà,
relativement compliqués ou des yachts en gestion sur le port de Monaco. Donc pour moi, c'est impossible de me dire, OK, je recrute quelqu'un en télétravail que je n'ai jamais vu, peut-être parce que je l'ai juste eu en Google Meet, et que je lui donne accès à une base de données telle que Albert. C'est quasiment impossible que je puisse psychologiquement dormir sur mes deux oreilles pour faire ça. Donc, on a mis en place un centre d'appel à Narbonne, qui est notre, entre guillemets, plus gros centre d'appel, où il y a la majeure partie de nos agents. Et comme je vous l'ai dit au début, moi, j'ai 5 hôtels, et en fait, le personnel de mes hôtels sont des agents pour Albert. Donc, il y en a à Nice, à Montpellier, à Lyon, à Narbonne et à Carcassonne. Donc, de ce côté-là, ces personnes qui sont au rez-de-chaussée de mes hôtels sont des agents d'Albert, indirectement. Donc, c'est la partie remote qu'on a chez Albert au quotidien. Mais sinon, non, on n'a pas de personnes à l'autre bout du monde, même en France, qui auraient accès à notre base de données directement. Même nos Customer Success, Hugo et Laurine, qui sont dans nos bureaux à Narbonne. Je ne donne pas accès à la base de données. Il n'y a que moi vraiment qui ai accès à la base de données n'importe où dans le monde avec mes connaissances. C'est très intéressant parce que aujourd'hui, les nouveaux entrants ont des habitudes de travail qui sont très différents des mastodontes du secteur qui travaillent pour des grandes marques. On a chez les mastodontes des énormes plateaux avec des 100, 150 téléconseillers. Et aujourd'hui, c'est vrai que les nouveaux entrants ont tendance à plutôt aller sur des indépendants. Ça offre quelques avantages, notamment en termes de coûts de structure. Mais en termes de relations clients, moi personnellement, je trouve que ça apporte aussi énormément d'inconvénients, surtout dans la circulation de l'information. Parce que même si on se base sur une base de données complète et qu'on est assisté par l'IA, on ne sera jamais aussi efficace que par la collaboration. Et la collaboration, elle ne peut se faire que sur un plateau physique, avec le partage d'informations entre collègues, quand on partage justement des points clés, et notamment les astuces pour bien utiliser la base de données et l'intelligence artificielle qu'on met à disposition. C'est exactement ça. Et outre le côté humain, dynamique d'équipe que je trouve très important dans un travail, parce que si on va au travail, on travaille juste pour de l'argent, au bout d'un moment, on peut avoir cet effet un peu solitude. Le but, c'est aussi de les former, les agents. C'est-à-dire que nous, quand on a un onboarding avec un nouvel agent qui rentre chez Albert, on ne met pas derrière l'ordinateur à répondre tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a des certains codes dans l'hôtellerie, dans la location courte durée, qu'il faut connaître. Donc, nous, les agents, ils sont formés. Surtout au début, on a eu un gros rush avec Albert. On n'a pas eu le temps de les former, ces agents. Et c'est un fiasco total. Donc, pour éviter les fiascos, on apprend au fur et à mesure du temps. Là, on a tout un onboarding qui dure quasiment 7 jours. C'est-à-dire que pendant 7 jours, je peux avoir quelqu'un qui va être en duo avec une autre personne juste pour qu'il soit apte à comprendre les mœurs, comment on répond et aussi notre petite touche. Parce que voilà, le but, c'est aussi d'apporter notre grain de sel. Certes, on s'adapte aux souhaits sur mesure aux gestionnaires, mais c'est qu'on apporte aussi notre expérience, dans le sens où on sait ce qui marche moins bien, sans dire qu'on est les meilleurs, on sait ce qui marche et ce qui marche moins bien, dans le sens où, là entre guillemets, on a 4700 et quelques annonces, on voit ce qui peut fonctionner, donc c'est notre rôle aussi d'aider les gestionnaires à réussir. C'est ça. Et du coup, je t'entends beaucoup parler de nombreuses annonces gérées. Mais du coup, la question que je me pose, c'est qui gère les propriétaires des appartements pour lesquels vous répondez? Parce que ça fait quand même un petit paquet quand même, si je comprends bien. On a un service client. Aussi simplement que ça. En interne, lorsque vous rejoignez Albert, vous avez 2 numéros à disposition. Vous avez le numéro que vous donnez à vos voyageurs, vous le mettez de partout, sur vos icônes d'appel, dans vos messages automatiques, dans les classeurs, ceux qui ont des classeurs, je juge pas, vraiment, c'est faites ce que vous voulez, vintage ou pas, mettez notre numéro de partout. Je ne suis pas inquiet parce qu'en général, les voyageurs, ils arrivent à trouver notre numéro. Et ensuite, vous avez un deuxième numéro qui sont pour vos superviseurs. Comme tu le sais, moi, pour couvrir 420 heures de service client par semaine, je n'ai pas le droit de mettre la même personne derrière. Ce serait bien, mais ce serait un peu illégal. Donc, il y a un turnover, en fait, d'agents. Et ce turnover, je n'ai pas le choix d'avoir des superviseurs qui fassent, en fait, le liant d'informations entre les agents, entre les shifts, entre guillemets, en français, les turnovers d'emploi du temps. C'est comme ça que se peut traduire shift. Oui, on peut parler de roulement aussi, avec les 3-8 par exemple, qui est le roulement le plus connu.
Exactement. Et en fait, on a une déperdition soit de qualité, soit d'information, etc. Et pour justement ne pas perdre, suivant les situations qu'il peut avoir, c'est tout bête, mais quelqu'un peut avoir je sais pas, un problème de chasse d'eau, il doit avoir une intervention qui est prévue. Et forcément, ça tombe entre deux créneaux différents, entre l'information du problème et la résolution du problème. Nous, on doit être capable, justement, en fait, de ne pas avoir de perte d'informations. Ça doit être vraiment synchronisé. Ça doit être comme une petite mélodie, une petite symphonie qui tourne toute seule pour pas non plus que le voyageur, lui, s'en rende compte que derrière, attendez, il y a un autre gars qui a pris le relais et à qui je parle, etc. Donc, en fait, on a Hugo et Lorly, c'est un deuxième numéro, qui est votre service client. Il est là pour optimiser, déjà pour vous aider à faire l'onboarding, pour vous aider à remplir vos fiches, si vous avez des questions, etc. Mais aussi au quotidien, si vous avez des questions, des modifications à faire, justement, en fait, ces superviseurs sont là pour toute la logistique. Donc, la réponse à ta question, c'est on a un service client, deux services clients. Ouais, du coup, c'est hyper intéressant. Je te remercie pour le partage, parce que j'imagine qu'avec le nombre de logements que vous gérez, vous avez aussi beaucoup de questions par rapport aux nombreux propriétaires que vous pouvez accompagner dans cette démarche de relation client. On en a... Je vais te surprendre, on n'aurait pas tout ça. Hein. On n'a pas tant... J'ai pas tant de clients que ça chez Albert. J'ai pas tant de clients que ça. Je sais là, quelle est ton idée en tête, mais on a un tout petit peu en dessous de 400 clients. Même pas, on est à 330 et quelques clients. Après, on a des gratuits. Donc, tu as un panier moyen d'à peu près 10-12 logements par propriétaire, si je comprends bien. Même pas, parce que c'est biaisé. On travaille, on est partenaire Lucky. Et du coup, Lucky, ça représente 1100 et quelques logements. En fait, c'est biaisé. C'est biaisé parce qu'on a des grosses conciergeries. Ils ont 400, 500 appartements. C'est un peu des franchisés. Donc, disons, le panier moyen, ça doit être, 5 en moyenne. Si on prend l'individuel qui rejoint Albert, qui nous contacte, il a 5 logements. Après, les conciergeries, ça peut être entre 15 et 17 logements dans nos statistiques. Et après, c'est des gros acteurs qui arrivent. On a du Pierre et Vacances, on a 700 logements Pierre et Vacances, par exemple. Donc, en fait, quand mis bout à bout, il n'y a pas tant de clients que ça. Voilà. Ouais, c'est hyper intéressant du coup de voir que ton portefeuille se divise un peu en deux parties avec des grands comptes et puis des comptes un peu plus modestes. Et du coup, la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que tu mets à disposition un numéro de téléphone spécifique pour ces grands comptes pour justement distinguer par exemple un Pierre et Vacances, un Lucky de Monsieur Martin à Pau avec ses 3 appartements? Absolument. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, ils ont des numéros. En fait, on travaille par équipe. Même dans notre service client, voilà, on a divisé en 3. Et ensuite, dans les chats et dans les appels, on a des équipes divisées. C'est-à-dire que, voilà, suivant le type d'appartement et de logistique qu'on a, ce n'est pas les mêmes personnes. Je vous donne un ordre d'idée. On a une équipe qui est dédiée au love room. Parce qu'on sait que les love rooms, il y a des problèmes tout le temps. Il y a des jacuzzi. Enfin bref, c'est un enfer total à gérer. Donc là, on a une équipe dédiée à ça, qui ont l'habitude, ils connaissent le type de baignoire, qu'est-ce qui peut arriver sur ces baignoires, les problèmes d'eau chaude, bref. Donc, même ça, on a dû le formuler. Donc, oui, on peut avoir des numéros personnalisés, mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que, par exemple, pour ceux qui sont Lucky chez Airbnb, on peut changer la photo, on peut changer notre nom, on peut changer notre numéro. En fait, toute l'expérience Albert est personnalisée et on n'est pas Albert. Oui, ce qui est assez classique en relation client où tu changes ton nom pour t'adapter à ton client. Et c'est le but, c'est d'apporter la meilleure expérience possible. Donc, placarder Albert de tous les côtés, oui, c'est bien pour mon égo peut-être, mais le but, les voyageurs, ils ne se rendent pas compte en fait que ce soit un service client. C'est ça en fait, la beauté, c'est qu'ils se disent, ok, bon, c'est quelqu'un de l'équipe de la conciergerie. Ça c'est top parce que c'était une des questions des auditeurs, c'est comment Albert fait pour que les voyageurs ne sentent pas que c'est un centre d'appel, que c'est un service client extérieur. Ouais. Donc finalement, c'est tout ce que vous mettez en place, tout ce fichier de questions au préalable. Ouais. Et cette logistique, en fait, on s'appelle Albert, même si on se présente comme Albert à presque tout le monde, sauf pour les comptes vraiment personnalisés, en soi, qui s'appelle Albert. Les voyageurs ne communiquent pas entre eux. Donc, ils ne savent pas si c'est Albert dans la conciergerie au Mans ou à Nantes. Ils n'en ont aucune idée. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas trop de soucis. Mais c'est plus... Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que le problème soit résolu rapidement avec le moins de friction possible humaine. C'est-à-dire que
les gens, quand ils nous appellent, tu l'as dit, c'est 80% psychologique, c'est qu'ils ont des états d'âme. Même quand il y a des énormes problèmes, du moment que le problème, même s'il est présent, et peut-être qu'il sera toujours présent pendant la réservation, si on a écouté le voyageur, il nous a parlé pendant 6 minutes, il y en a aussi, bon, mais ils sont un petit peu caractériels. En fait, avec le fait parfois d'écouter les gens, en fait, le problème, il disparaît presque complètement. Nous, on a des baignoires, par exemple, pour le retour des jacuzzi, la baignoire, elle ne marche plus, etc. Les bulles, il y a une fuite, il ne faut plus utiliser les bulles, donc ça devient juste une grande baignoire. Si on l'explique de la bonne manière, on est suffisamment réactif, on nous dit que ce problème, il est vraiment inopiné dans notre logistique, les gens, ils le prennent plutôt bien. On reste des humains, donc ils ne sont pas si méchants que ça. Oui, mais de toute façon, le traitement de la réclamation est presque plus important que la réponse apportée, même s'il faut quand même apporter une réponse à chaque besoin. Mais c'est vrai que c'est vraiment le traitement qui est primordial quand on fait de la relation client. Il va y avoir une arnaque. En fait, chacun, on se fait des scénarios dans notre esprit qui ne sont pas spécialement réels, qui dépendent juste du prisme de notre réalité. Et il y en a qui nous disent moi, l'Airbnb que j'ai loué avant, il y a eu une arnaque, enfin, c'est quelque chose. Et en fait, ils prennent leur connaissance, ou ils ont lu peut-être dans un article voici comme quoi Airbnb c'était une arnaque. Donc, ils vont être plus sensibles justement aux petits détails de ce côté-là. Donc, nous, notre but, c'est de montrer non, vous n'êtes pas dans une arnaque. Oui, il y a un problème parce que c'est des humains. Si jamais vous voulez un autre écosystème ou vous avez quelqu'un sur place qui vienne vous aider, allez à l'hôtel. Nous, on n'est pas concurrent d'hôtel, c'est écrit, etc. Donc, du moment qu'il y a cette communication d'information et d'éducation du voyageur, il n'y a pas de problème. Nous, le but, c'est qu'on éduque les voyageurs, que ce soit dans nos messages automatiques, même dans les descriptions d'annonces où on demande quand même de reformuler la description en disant que maintenant, vous allez être accueilli par une équipe. Ça change la donne quand vous réservez, j'entends chez Charles et que vous avez écrit Albert qui vous répond. Ça peut être bizarre. Du moment qu'on donne les informations et que c'est clair pour le voyageur, il n'y a pas de problème. Enfin, très peu de problème. Alors, moi, j'ai encore une question d'auditeur, c'est qu'est-ce que traite Albert comme question client ou ne traite pas? Alors, on va peut-être pas dire ce que tu traites, parce que là, ça va être foutu, mais c'est ça, ce que tu traites pas. Est-ce qu'il y a des choses qu'Albert ne traite pas? Alors, nous, on va répondre à toutes les questions. Même, des fois, c'est pas des questions, c'est juste des insultes. Donc, nous, on va toujours avoir cette part d'humanisation, de répondre. Et ça, on le fait surtout pour les plateformes. Parce que c'est important. Voilà, on sait que chaque conversation est une éventuelle preuve, aussi bien pour le voyageur que pour le propriétaire en cas de problème, etc. Parce qu'on sait très bien qu'il peut y avoir un tiers qui va analyser la conversation. Donc, nous, on doit être toujours avec cette arrière-pensée de « Ok, si ça se passe mal, Airbnb va tout lire. » Et à ce moment-là, bon, il ne faut pas qu'il y ait oui, on a dit ça et on est revenu sur notre décision, etc. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Et quand je dis pour tout le monde, c'est les 3 acteurs. Propriétaire, voyageur, plateforme. Donc, nous, où on ne va pas répondre, on ne va pas pouvoir répondre, c'est quand on n'a pas la réponse. Mais sinon, on répond tout le temps. C'est-à-dire qu'on agit vraiment comme un filtre pour le propriétaire. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se dit, peu importe ce qui arrive, le but, c'est qu'on absorbe le problème, la charge émotionnelle, c'est le plus important, que le propriétaire, lui, il nous dise juste ce qu'on doit faire. Et même lorsque nous, on va le contacter, on a des codes d'SMS avec des codes de couleur, il ne sait pas la conversation. Nous, on va lui dire, qu'est-ce qui se passe, nanila, comment vous pouvez nous aider, mais à aucun moment, on va lui dire, voilà, le mec, c'est un trou du cul, il nous insulte, c'est un débile mental, ou peut-être c'est un vieux con, on n'en sait rien. Je ne sais pas si je dois dire des gros mots. Tu peux. Suivant la conversation qu'on a, nous, dans tous les cas, on est là de A à Z, on est là jusqu'au bout. Même si ça se passe mal, là, on ne va pas répondre. Nous, c'est à Airbnb et Booking. C'est-à-dire que qui nous appellent, nous, quand on les appelle, on sait qu'à l'heure où on les appelle, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on raccroche. Donc ça, on ne le gère pas. Et aussi, vu qu'on considère que c'est le business des conciergeries ou votre business, voilà, on ne va pas gérer ce genre de problème et on ne va pas gérer les dossiers de demande de litige ou ce genre. Ouais, d'accord. Merci beaucoup. Exactement. Tiens, moi, j'aurais une question. On imagine, pour le coup, j'ai un client, mon chauffe-eau a lâché, il n'y a plus d'eau chaude. C'est le cas typique où vite, faut être hyper réactif, où il n'y a plus d'élec. Donc, forcément, ils appellent Albert. Albert donne une réponse rapide. Je suppose que contacte le propriétaire. Ouais. Et donc le propriétaire doit gérer la panne d'eau chaude, gérer son... Est-ce que c'est le propriétaire après qui reprend la communication avec le client en disant à tel moment on vient réparer et tout ça, ou finalement c'est Albert qui continue ça une fois qu'il s'est concerté avec le client?
Alors, il y a deux pôles dans ta question, Lauriane. Alors, le premier, ça va être, imagine, voilà, le chauffe-eau, nous, ça va dépendre des règles qu'on a. Est-ce qu'il y a un service technique? Nous, il y a beaucoup de conciergeries où ils ont des personnes dédiées à la gestion de problèmes. Donc, nous, en fait, on ne va même pas contacter le gestionnaire de la conciergerie ou le propriétaire. Oui. On va contacter Pedro, qui, on lui dit, ou même un électricien, un plombier, si vous avez des numéros, justement, fiables de contact. Nous, on les contacte, et voilà, dans cet appartement, on envoie les photos, vidéos, etc. Et on gère. On nous donne les accès, on voit avec le voyageur quand est-ce que ça peut arranger pour qu'il arrive, etc. Donc, de ce côté-là, ça, c'est le premier point. Nous, on va gérer cette logistique. Le deuxième point de ta question qui est en train de se passer. Pour le coup, c'est est-ce qu'après la réponse au client, une fois qu'on a une solution au problème, est-ce que c'est Albert qui va faire la réponse au client? Bon, je crois que j'ai la réponse en fait là. Oui et non. C'est-à-dire que oui, nous, on va toujours répondre. Mais à tout moment, le propriétaire, il peut intervenir dans la conversation pour répondre. Et c'est normal, c'est votre business, etc. Donc, techniquement, les 3/4, ils désactivent leurs notifications, donc ils ne le voient pas. Mais si jamais vous souhaitez intervenir dans la conversation, et justement, parce qu'on a peut-être fait une erreur ou la réponse, elle vous convient pas, ou même, elle ne convient pas à votre logistique. Peut-être dans la base de données, vous nous avez dit, oui, on peut rapporter des serviettes supplémentaires, mais finalement, vous n'avez personne pour les emmener, etc. Là, le propriétaire, il intervient, il dit, Albert a fait une erreur. C'est pas grave, nous, on peut être aussi... Donc, voilà. Pour le coup, la réponse doit être faite sur un serveur, ou du moins sur le back-office Albert, pour que les équipes Albert puissent voir la réponse du propriétaire. Ou je ne sais pas comment ça se goupille, ça. Parce que si le propriétaire est en direct et qu'il ne vient pas le dire, ça peut créer des quiproquos si derrière ton équipe, elle va rappeler, tu vois. Comment il y a le lien? C'est une excellente question. Nous, on travaille beaucoup avec des groupes WhatsApp. C'est-à-dire que chaque conciergerie propriétaire, il y a un groupe WhatsApp où, en général, il y a la femme de ménage, les services techniques qui sont déjà normes pour les plus gros écosystèmes et le propriétaire. Dès qu'il y a ce genre de problème, nous, on va le remonter sur le groupe WhatsApp. Dans les 90% des cas, en général, c'est les femmes de ménage ou les responsables techniques qui vont nous répondre. On va les taguer, donc ils vont intervenir. Et puis voilà, après, le propriétaire peut nous donner des informations, il peut intervenir, il peut dire ça, je suis d'accord, ça, je suis pas d'accord, faites ci, faites ça. Nous, on est vraiment un intermédiaire, on a un peu un perroquet entre guillemets, dans le sens où peu importe ce qu'on nous dit, nous, on va toujours le reformuler en fonction de la conversation. Parce qu'on ne va pas dire tout ce qui se passe sur l'humeur, etc. Là, vous avez votre réflexion en tant que gestionnaire et on s'en fout, en fait. Nous, ce qu'il faut, c'est résoudre le problème. Ok, ça marche. Tu as bien répondu à ma question parce que ça, c'était vraiment quelque chose. Je me demandais comment c'était géré, comment ça se passait. Tiens, qu'est-ce que j'ai encore comme question des auditeurs? Donc, ça en a. Qu'est-ce que Albert traite ou ne traite pas? Tu as répondu. Quelles sont les langues dans lesquelles Albert répond? Alors, par écrit, toutes. C'est magnifique. Ouais, pour le coup. Alors, on a la chance d'avoir un outil qui est assez puissant, qui est connecté à OpenAI, ChatGPT 4. C'est pas nous qui l'avons créé, entre guillemets. Nous, on a vraiment fait toute la segmentation et les connexions. Mais voilà, c'est un très bon outil et il comprend toutes les langues. À l'oral, tous nos agents ont des notions d'anglais. Il y en a qui maîtrisent beaucoup mieux l'anglais que d'autres, mais on a la chance d'être sur un plateau d'appel. Donc, si jamais on a des Espagnols qui nous appellent et on a des agents, en fait, tout le week-end, on a beaucoup plus de gens. On a des personnes qui parlent espagnol. On a la chance d'être dans le sud de la Narbonne, donc on peut transmettre à un autre agent les appels. C'est aussi ça l'esprit d'équipe au sein de la société. C'est que voilà, s'il y a une situation ou X ou Y, on va donner à la meilleure personne. Ça peut être aussi des personnes qui peuvent être très difficiles à cadrer. Ils peuvent être très énervés, ils peuvent être très antipathiques, très fermés à la conversation. On a des agents qui se débrouillent très bien avec ce type de personnes. On va mettre la petite nana qui a une voix un petit peu plus douce, qui arrivera bien à recadrer les faits pour que... Absolument. Chut. Faut pas que les voyageurs voient ça, sinon, mais oui, c'est exactement ça. Tout le monde est responsable et tout le monde est agent, entre guillemets, sur le plateau. On va dire, je vous passe un responsable, alors que c'est juste Marie qui est juste à 5 minutes à côté, juste pour casser, en fait, cette mauvaise énergie, peut-être la conversation. Peut-être c'est notre agent, en fait, qui a peut-être mal géré la conversation aussi. Hein. Je ne dis pas que c'est le voyageur, mais peut-être que nous, on a une mauvaise inertie avec cette conversation. Donc, c'est notre devoir, notre travail de récupérer l'inertie correctement pour éviter les mauvais avis derrière, les conséquences qu'on pourrait y avoir.
En tout cas, moi, les langues étrangères, c'était un des gros points. Bon, de toute façon, je sais, ça fait 20 ans que j'ai des entreprises dans le commerce et tout ça. Donc, je sais que le service client, c'est hyper important et que c'est très bien de le déléguer. En plus, moi, ça me fait chier, clairement. Hein, point. J'ai autre chose à faire et à gérer. Mais je suis une quiche en langue étrangère. Vraiment. Alors, moi, étant frontalière avec l'Allemagne, donc je me débrouille. Mais ils parlent pas tous allemand. Donc, il y en a plein qui parlent anglais et mon anglais est extrêmement mauvais. Mon mari, c'est encore pire. Mon mari, il pratique le vosgien couramment. Mais à part ça, c'est foutu. Donc, effectivement, pour moi, c'est un énorme point positif, au-delà du service client, qu'on puisse répondre dans différentes langues, en fait, tout simplement. Parce que ça fait tellement pas pro de pas pouvoir parler avec son client. Absolument. Après, nous, on a mis en place aussi des outils à disposition, des guides qui se traduisent automatiquement dans toutes les langues. C'est-à-dire, ils sont connectés à Google Trad. Tous nos guides, tous nos outils mis à disposition, c'est même si c'est quelqu'un, un Indien ou un Chinois qui vient dans notre appartement, il aura une expérience complètement en Indien ou en Chinois. Ça, c'est des outils qu'on offre gratuitement avec l'expérience de faire, mais même sans Albert, en fait. Même si vous n'êtes pas client Albert, vous avez ces outils et on a mis notre IA sur même ces guides d'entrée qui parlent dans toutes les langues. Donc, ouais, c'est super. Parce que tu vois, moi, à chaque fois, j'ai l'excuse, genre, je suis malade, j'ai une extinction de voix, mais je peux pas faire l'extinction de voix à tous les clients pour me faire mon Google Traduction à côté, tu vois. Ça le fait pas. Après, tu peux pas parler non plus toutes les langues. Hein. C'est d'où l'intérêt d'intégrer un acteur qui maîtrise cette compétence pour pouvoir répondre à tous les voyageurs. Mais clairement. Tiens, j'ai une question. Est-ce que Albert est compatible avec tous les channel managers ou pour l'instant vous bossez qu'avec certains? Alors, on peut bosser avec tous les channel managers et même si les responsables de channel manager qui nous gardent, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu une petite matière hypocrite, hein, le monde de la location courte durée, et tous n'ont pas voulu intégrer Albert. Ouais, parce que moi je suis chez Smobu et tu vois, comme je veux bosser avec vous, je suis allée voir et je me suis dit mince, vous y êtes pas. Donc je leur ai envoyé un message. Ils m'ont dit que c'était pas forcément prévu, donc ça faisait partie de ma question. Enfin, que c'était pas prévu pour tout de suite, mais que pourquoi pas. Enfin, merci de nous l'avoir informé, blablabla. Bref, réponse client bateau. Mais je me disais, voilà, si mon channel manager, je peux pas intégrer Albert, comment je fais, tu vois? Absolument. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, au début, moi, j'avais un peu la fleur au fusil en me disant, j'ai un bon service, je considère éthique mon service, on est les seuls sur le marché. Je vais contacter les channel managers et ils diront oui à ce qu'on s'intègre. Mais la réalité du décor n'est pas ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, la location courte durée, mes hôtels ou Albert, c'est pas mes business principaux. Donc, ça fait que je me sers toujours de mes autres relations. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe Tor sur le Darknet où vous pouvez faire créer absolument tout ce que vous voulez. Donc, pour même ceux qui ont des clés API sécurisées, par exemple Smobu avec 5000 API call toutes les minutes, nous, on y a accès. Du moment qu'on a un accès Smobu, nous, on peut extraire toutes les données qu'on veut. Ok, c'est bon, alors ça me va, c'est réglé, c'est parfait, merci. Parce que c'est toujours le souci. Déjà, tu as du mal à choisir un channel manager. Certains disent celui-là c'est mieux, ça c'est celui-là, non mais c'est celui-là. Déjà là, tu es perdu complètement quand tu démarres. Et puis finalement, après, tu as des outils que tu as envie d'intégrer. On te dit non, c'est pas possible. C'est compliqué en fait. Eh ben, pas tant que ça finalement. Pour vous en tout cas. C'est exactement ça. Mais en fait, je pense ceux qui ouvrent leurs API très facilement, par exemple Bet24, alors je ne suis pas sur Bet24, il y a une majeure partie de nos clients qui sont chez Bet24. Mais ce n'est pas la majeure partie des annonces. Ça, c'est d'autres statistiques qui sont très intéressantes aussi à voir sur le marché. Mais par exemple, Bet24, on ne peut pas travailler en fait avec leurs API parce qu'ils ont des quotas d'API. Ça date de 2014, leur code. Donc, en soi, on ne peut pas connecter une IA qui va taper 50 000 API. Le truc il y a 10 ans. Oui, c'est le cas. Hein. Je veux dire, le code Bet24 a 10 ans. Tout le monde, j'espère que tout le monde le sait ou s'en rend compte. Mais c'est le cas. Du coup, dès qu'on se connecte, on a des API qui sont très basses et dans la communication, il est vrai qu'on doit toujours être connecté. On fait toujours des appels d'API, de connexion entre notre interface, notre base de données, les messages, les plateformes et éventuellement les informations qu'il y a en channel manager, les flags, etc. Il nous faut quand même une machine qui peut subvenir à nos besoins. Il n'y en a que 2 sur le marché qui ne nous le permettent pas. Donc, tout le reste, sinon, on peut voir. Ok, chouette.
En tout cas, personnellement, moi, ça m'arrange. Donc, C'est quoi très bien. le deuxième channel manager que vous ne gérez pas? Alors, Tu peux me donner juste la première lettre, hein. c'est Et Ostaway. la dernière? Ostaway et Bet24. Après, nous, du coup, on demande des comptes invités à Bet24 et Ostaway. Parce qu'on a. En fait, on n'y arrive pas. Vraiment, Bet24, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'API. Et Ostaway, c'est parce qu'ils ont une sécurisation de leur code qui n'est pas banale. Vraiment. Pas banal, mais pas banal dans le sens c'est all level. Voilà. Et Mais je les dénigre pas. Enfin, je vois des... du coup, quand je t'entends, je me pose la question si tu as un bagage technique quand même qui est assez poussé ou tu t'appuies beaucoup sur tes équipes. Il y a encore un an, je ne savais pas ce que c'était un site internet, j'avais pas de site internet. T'apprends vite du coup. Alors, j'ai pas cette vision-là du business. C'est-à-dire que j'ai un excellent cerveau collectif. C'est-à-dire qu'en interne, on a un autre développeur, en interne, chez Albert, qui développe aussi d'autres choses pour moi dans mes autres écosystèmes. Donc, de ce côté-là, voilà, j'y connais rien. Je ne vais pas vous le cacher, j'y connais strictement rien. Demain, il y a un bug sur mon IA, sur même le site. Regardez, je vais changer une photo sur le site, je ne peux pas la changer moi-même. C'est une développeur de change. Ouais. Après, tu délègues, tu fais appel à tes équipes sur tous les sujets, tu peux pas tout gérer. Mais ce que je comprends quand même, c'est que tu as une vision qui est quand même très poussée, très technique sur tous les sujets, quoi. Alors, je dois avoir cette vision très technique du process pour pouvoir communiquer en fait avec mes partenaires. C'est comme un comptable. C'est comme un comptable. Vous lui parlez. Moi, je ne connais rien en fiscalité. Pourtant, j'étais poté à Maurice, à Dubaï, à Singapour, etc. Mais je ne connais strictement rien. Par contre, l'interlocuteur, quand il m'explique des trucs, je dois être à même de comprendre les termes, sa sémantique derrière, en fait, tout son travail. Donc, moi, mon travail, c'est plus d'apprendre les sémantiques, les rhétoriques des métiers pour que je puisse les utiliser. Après, ce qu'ils font en comptabilité ou en développement, c'est de leur problème. Ils sont payés à ça, chacun leur problème. Donc, voilà un petit peu ma vision du business ou même comment je fonctionne en général. Oui, alors après, tu parles vraiment de maîtrise de la sémantique, savoir comment s'adresser et comprendre toutes les parties prenantes de ton business. Si je fais le parallèle avec la location courte durée, qui est un peu l'esprit de ce podcast, c'est par exemple quand tu t'adresses à tes équipes de ménage, tu sais par exemple parler du nettoyage de la salle de bain, tu sais parler du calcaire qu'il faut enlever dans les coins de la douche. Par contre, la mise en œuvre et la réalisation, ça tu la laisses à tes équipes pour pour atteindre la satisfaction client que tu souhaites avoir. Exact, voilà, et j'adore cet exemple. Je le reprendrai à l'occasion, mais c'est exactement ça. Voilà. Il faut plus qu'il y ait de tarte dans la salle de bain. Tiens, mais moi j'ai une question plus pratico-pratique. Quels sont les tarifs? Ça, c'était la dernière question que j'avais d'auditeur, et après on pourra aller sur tes questions, Maxime, bien que tu en as déjà dit pas mal. Les tarifs, alors bon, on les invite à aller voir le site internet, mais tu peux en parler. Bien sûr. Alors, le marketing d'Albert est assez particulier, c'est-à-dire que c'est très rare, mais dans cet écosystème, j'ai fait le marketing que je souhaiterais trouver moi-même sur le marché. Il n'y a pas de séquence email, il n'y a pas de relance à droite et à gauche sur tout notre écosystème, c'est vraiment pas le but. Parfait. Si vous souhaitez tester Albert, c'est gratuit, c'est-à-dire vous pouvez rejoindre sans frais de mise en place et sans engagement, sans débourser un seul centime de rejoindre Albert. C'est 7 jours d'essai que vous pouvez prolonger à 15 jours d'essai. Parce que voilà, si vous avez besoin de faire votre jugement, parce qu'il y en a, ils sont un peu longs à se mettre en place. Donc, on peut prolonger à 15 jours. Et aussi, c'est satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que moi, les personnes qui sont pas satisfaites de travailler avec Albert, je ne suis pas satisfait de garder avec l'argent. Mais surtout, pourquoi je fais ça? C'est parce que je considère être sûr de mon produit. Et je pense que c'est de plus en plus rare d'avoir une telle certitude dans le sens où Albert n'est pas excessif. Si vous avez plus de 20 annonces et que vous souhaitez déléguer à Albert, c'est 19,90 € TTC par mois. Donc, pas une grosse charge pour un appartement qui tourne, une vingtaine d'euros pour avoir sa paix d'esprit. Donc, de ce côté-là, après, ça va dépendre uniquement du gestionnaire et de sa vision qu'il a du business, de sa vie, etc. Parce que c'est pas que du business, en fait, de déléguer son service, c'est aussi sa vie privée. On parle d'un écosystème qui tourne,
comme tu l'as dit, Maxime, 365 jours de l'année. Voilà, il y a des jours, peut-être qu'il y en a, ils font un instrument de musique, ils font du sport, ou même ils ont juste envie de coucher avec leur partenaire tranquille, ils n'ont pas envie que le téléphone sonne, etc. Albert sert à ça. Et est-ce que 20 € pour donner un orgasme à sa femme sans qu'elle soit masturbée, est-ce que ça vaut le coup? Bah, peut-être Oh pas. là, ça y est, c'est bon, j'ai ma phrase d'accroche pour mon montage de podcast. Donc ça, je pense que c'est sincèrement, chacun voit Albert de la manière dont il a envie de voir Albert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de « Ok, j'ai des appartements, il faut que je délègue mon service client ». Pas du tout. Il y en a, ils adorent le faire et continuer de le faire. Si c'est ça qui me fait vibrer, machin, faites-le, décrochez le téléphone. Ouais, mais après, si tu veux évoluer, l'idée quand même, c'est d'évoluer. Tu commences petit, l'idée, c'est d'évoluer. Et plus tu vas rentrer d'appartements, plus il faut que tu automatises, plus il faut que tu délègues. Parce qu'à un moment donné, c'est plus possible, quoi. La charge mentale, elle est énorme. Et Ça, ne serait-ce que même si tu n'as pas tant que ça à répondre au téléphone, mais de te dire que tu dois toujours avoir ton téléphone à côté de toi au cas où. Mais c'est horrible, ça, je trouve. Ah oui, c'est une prison, c'est de l'esclavage moderne. Mais ça, moi, je pense qu'il n'y a aucun argument à mettre en avant là-dessus, il faut le vivre. Aussi simplement que ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est tout bête, mais le plus gros rush de clients qu'on a eu, un très gros rush, c'était l'année dernière après les fêtes de Noël. Parce que les clients qui font notre marketing, plus ils sont insupportables, plus nous, on a un business model qui tient la route. Donc, et puis, vu comment les mœurs évoluent dans notre société... Ouais, ils seront de moins en moins agréables, les clients, c'est clair. Ça, c'est vraiment quelque chose de personnel. Et après, comme tu l'as dit, suivant l'écosystème qu'on veut gérer, c'est-à-dire que voilà, il faut être factuel. Si on veut avoir une vingtaine d'annonces, pas de souci. C'est déjà très compliqué à gérer un service client quand on a une vingtaine d'annonces. Mais par contre, si on va aller chercher les 50, les 60, ou les 200, ou les 500, ou les 1500, c'est une autre structuration. C'est complètement différent. Ces deux business sont complètement différents. Et après, c'est la maturité de l'entrepreneur qui est derrière, qui doit prendre ses décisions. C'est pas nous, ni en marketing, ni Albert, qui avons des arguments là-dessus. Écoute, moi j'ai une question par rapport au pic d'appel. Tu as dit qu'à un moment donné, il y a eu pic d'appel, ça a été un petit peu compliqué à gérer à ce moment-là avec les équipes. Est-ce que chez vous, il y a un message d'attente, vous proposez de rappeler, vous basculez sur un chat, ou il y a plusieurs solutions selon la question? Absolument. Lorsque ça nous est arrivé un samedi de juillet, en fait c'est une roulette russe. Pour vous imaginer un petit peu, je vais vous donner un exemple vraiment concret. Attendez. J'ai les stats là, je vais vous donner un exemple concret. C'est où Je vais vous donner le 7 juillet, on a eu 3100 check-in. On a eu un petit peu moins de 700 appels. 668 appels. Jusque-là, pas de suite, 3100 check-in, 668 appels. Je vais 14 juillet, on a 1900 check-in, c'est-à-dire quasiment 30% de check-in en moins, on est à plus de 2000 appels. Je ne sais pas comment, je n'ai pas de recette magique pour, voilà, là il y a 1000 check-in aujourd'hui, il va y avoir 500 appels, il va y avoir 2000 appels, franchement j'en sais rien. Et même là, mais comment tu gères si les lignes elles saturent ou... Alors, déjà, lorsque vous patientez, vous avez toujours, on vous explique que par les messages, tout est écrit, mais aussi que vous pouvez nous contacter par écrit, on sera plus réactif. Et c'est là, en fait, où il y aura une certaine polyvalence, c'est que si nous, on est surchargé en appel, les agents d'appel, les agents de chat, parfois qui n'ont pas de travail, vont écrire... Oui, c'est vrai que tu as plusieurs équipes, oui, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, tout est centralisé. On a un plateau Ringover qui est connecté en API à Albert. Ringover, c'est pas ma société, hein. C'est un tiers, très, très bon tiers. Mais nous, on a fait toutes les connexions API, c'est-à-dire que nous, quand on nous appelle, on sait entre guillemets, à quelle annonce ça correspond, comment on peut s'adapter, etc. Et si on voit qu'on a vraiment une surcharge, ben on va mettre 2-3 agents de chat, non pas aux appels, mais pour contacter les personnes en leur disant, ben voilà, on a un petit rush d'appels où je ne suis pas disponible. Nous, sur certaines personnes, on va dire, je suis en voiture, comment je peux vous aider? Alors, je sais que pour un service client, c'est pas spécialement bien, mais des fois, surtout cette période-là, c'est ce que nous avons fait. On a dû jouer un petit peu sur la créativité de nos agents pour sortir de cette situation. Ça a été vraiment là, les seules journées, on a vraiment vécu ça, mais c'était de l'enfer. Ouais, mais c'est rare, donc finalement, il y a quand même une réponse rapide, ça c'est pas grave. C'est très rare. On est d'accord que Ringover, c'est ton logiciel de téléphonie, ton logiciel qui te permet en fait d'attribuer des missions à chacun de tes conseillers? C'est un plateau. C'est un plateau qui centralise nos numéros
nos files d'attente et les appels rebonds. Parce que forcément, en fait, quand on nous appelle, quelqu'un peut être au téléphone, donc il faut qu'il rebondisse sur un autre agent, etc., que ça soit organisé de la bonne manière. Donc, Thingover va nous servir d'outil téléphonie de ce côté-là. Ouais, tu as ta file d'attente, toutes les statistiques qui te permettent de piloter ton centre d'appel. Exactement. Est-ce que tu peux prioriser des appels je pense notamment à tes grands comptes pour en quelque sorte les faire passer devant les autres, une sorte de coupe-fil, quoi. Non, et sur notre chat non plus, c'est-à-dire que par exemple, quand on va sur le chat Albert, nos clients le savent, mais nos agents techniquement ne savent pas le prix d'une réservation. C'est-à-dire que voilà, ils n'ont que les informations de la réservation, tout ce qui va à l'essentiel. Après, s'ils doivent aller creuser avec Channel Manager, vérifier les cautions, OK, KO, les paiements, on fait des demandes de paiement complémentaires, X ou Y sur le calendrier si on doit le faire. Mais de base, ils n'ont pas accès en fait. Je veux que tout le monde soit premium en fait. Pour que, voilà, peut-être le mec qui veut faire une petite sortie, une petite surprise à sa copine, ils se font un week-end peut-être dans la Creuse, parce qu'ils découvrent la Creuse, qu'il ait aussi ce côté d'être accueilli, d'être pris en charge, que quelqu'un prenne soin de lui. Je trouve qu'on vit dans un monde où on prend de moins en moins soin de nous en tant qu'humains en fait. Donc il n'y a pas de premium chez Albert, tout le monde est ultra premium. Que la personne elle est réservée, parce qu'on est de location de voiture, il y en a qui aient réservé leur Porsche en même temps que la réservation, mais on s'en fout, il sera traité de la même manière que le mec qui a un studio de 11 mètres carrés à Saint-Denis. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde mérite du premium, surtout quand on est humain. Ça se perd de plus en plus, peut-être dans quelques années, alors peut-être pas 2 ans, mais peut-être dans 5 ans, ce sera vraiment technologique. Je pense que ce sera très technologique. Et tant qu'à le faire, autant faire nos preuves qu'il existe encore des services. Alors, moi, ce que je retiens pour le coup, c'est que vous prenez aussi vraiment en compte les upsells. Ça, c'est vachement intéressant parce que finalement, un truc tout con, quand on voit le prix qui est demandé sur le site qui est pas très élevé, j'avais l'impression que Albert faisait beaucoup moins que tout ce que tu nous dis. Et ça, c'est une bonne surprise. Je suis contente, moi. Absolument. En fait, le truc, c'est que personnellement, je ne fais pas de vente complémentaire dans mes établissements. Je ne suis pas très fan. Alors oui, il y a quelques appartements, il y a les check-in, check-out plutôt. On fait des demandes de 10-15 euros, mais ça, c'est ridicule. Mais en fait, on a une demande énorme là-dedans. Et déjà juste les love rooms, enfin tout ce qui est love room, secret room et tout les ça. champagnes, les pétales de rose, il y a plein de trucs. Et puis, il y en a, ils louent des voitures. Enfin, il y en a, ils louent des vélos, ils louent des voitures. Alors, vous verrez les listes d'upsell. Il y en a qui sont, je n'arrive pas à croire qu'ils ont envie de gérer ça. Mais ils le font. Et nous, enfin, c'est surtout les assurances qui vont avec qui sont compliquées. Mais bon, bref, ça, c'est leur problème. Et nous, on est au milieu de tout ça. On est sur le front, en fait. Donc, on se rendait compte au bout d'un moment que on perdait tellement de temps à poser des questions sur la logistique de vente, d'upsell, est-ce que ça sera mis en place, est-ce que ça sera bien mis en place. Et des fois, il y a eu des loupés, en fait. Parce que nous, on n'était pas, en fait, organisés pour traiter ça. Et depuis quelques mois, en fait, on a restructuré un peu la formation de nos agents pour que justement, en fait, ils savent transmettre, organiser l'information, gérer tout ça. On puisse, en fait, en toute autonomie, s'il y a une upsell, une bouteille de champagne, nous, on dit à la femme de ménage, on fait une bouteille de champagne, le propriétaire, il n'a pas besoin de se casser la tête, on fait la demande de paiement. Alors, il y en a qui travaillent beaucoup avec Stripe, donc on envoie beaucoup via Stripe, il y en a, ils ont d'autres solutions. Donc, vous gérez ça aussi, alors? Absolument, ouais. Dans le pack? Dans le pack. Ah, mais c'est merveilleux, ça. J'adore. C'est un autre truc qui est encore plus ouf, là. Il faut que Albert devienne Orias. Je ne sais pas si vous connaissez le statut des sociétés Orias, comme les banques et les assurances. Mais en début d'année, il y aura la Albert Cover. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe dans votre appartement, imaginez, quelqu'un fracasse votre télé avec une batte de baseball. Le problème, c'est que vous devez la changer, vous devez peut-être avancer l'argent en attendant que Airbnb ou Booking ou la caution vous rembourse. Il faut aller acheter une télé, etc. Tout ça, ça vous prend du temps, de la préoccupation. Vous allez faire une demande au voyageur. Lui, il va être pas content parce que vous lui avez demandé 400 € pour la Smart TV qu'il a explosé volontairement, peut-être. Et du coup, avec l'Albert Cover, en fait, c'est que nous, on envoie quelqu'un directement changer votre télé, prise en charge de la télé à nos frais. Directement, vous n'avancez pas un centime de trésorerie et tout est réparé. Ça, c'est un super scoop. Parce que c'est un gros stress, en fait. On sait toujours à chaque fois que Airbnb, ça va encore, mais Booking, des fois, c'est plus compliqué aussi. Quoique Airbnb, des fois, c'est compliqué aussi pour se faire rembourser. Le voyageur qui est de mauvaise foi, t'as peur de ta note derrière. Et en fait, là où c'est différent des systèmes de cautionnement ou d'assurance qui existent sur le marché, c'est qu'en fait, on a exactement le même montage de protection que la AirCover Airbnb. Sauf qu'au lieu que ce soit Airbnb qui valide
la prestation, qui valide le dégât à prendre en charge, c'est nous. Bon, bah, j'espère que ça sera bien rentable pour le coup et ça compensera, ça équilibrera le reste Oui. Ouais. des employés français. C'est le but. Ouais. Voilà, c'est aussi la nouveauté. Mais oui. Ce sera un forfait, mais après, ce sera un forfait dérisoire, ce sera une dizaine d'euros. Mais voilà, c'est du dispositif d'assurance backé sur une action en bourse d'une assurance. Donc, techniquement, même si ça tape 10 000 euros de problématiques sur le logement, elle sera prise en charge. Également, si on ne peut plus relouer, toutes les nuitées sont prises en charge par la garantie Albert Cover. Et en fait, la différence, c'est que vous ne nous envoyez pas vos factures. Nous, on s'en fout parce que ils font des fausses factures dans le quotidien. Nous, on s'en fout complètement. C'est validé automatiquement. Ok. Ouais. Et les problèmes, on les gère. Ça, c'est bien. C'est-à-dire que la femme de ménage, elle nous dit la télé, elle est cassée. Nous, on s'occupe. Et le propriétaire, il n'est pas au courant que la télé a été remplacée dans son logement à l'identique. Ça peut être de l'électroménager, etc. Alors, il y a des clauses, bien évidemment. Le but, c'est pas de refaire. Oui, bien sûr. Ouais. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est d'avoir ça. Et c'est super. Et c'est grâce aux clients, d'Albert. C'est-à-dire que voilà, quand on a passé en fait les 3000 annonces, ça nous a permis en fait de négocier un panel de choses qu'on ne pouvait pas faire, que je ne peux pas faire personnellement. Bon, bah, j'ai hâte de voir ça. Écoute, on touche tout doucement à la fin de notre épisode, mine de rien, ça fait déjà 1h18 qu'on est en train de papoter. Moi, j'ai une... Ouais, hein. Puis toi, tu as des invités qui t'attendent, là. C'est ça. J'ai une dernière question. Est-ce que Albert, aujourd'hui, eh bien, c'est parfait? Alors, bon, on sait qu'il va y avoir l'assurance. Donc, est-ce que Albert est parfait aujourd'hui suite à des retours clients? Est-ce qu'il y aurait des points à améliorer? Lesquels? Est-ce que c'est prévu? Hors cette idée d'assurance, hein, bien évidemment, que tu viens de nous dire. Le but, je ne sais pas que le but, c'est de détruire la société, la reconstruire tous les mois, mais c'est dès qu'il y a des critiques environnantes dans notre écosystème, c'est de les remettre en place. Mais surtout, si on ne peut pas les remettre en place rapidement, c'est de concevoir en fait des logistiques et des process qui nous permettent en fait de les optimiser au fur et à mesure du temps, qu'on ait le moins de problèmes possible. Je pense que ce soit dans de la pâtisserie, de la boulangerie ou même du service client ou de la location courte durée, le concept est le même. Il y a quelque chose qui ne va pas, on l'identifie, on essaye de résoudre le problème. Donc, est-ce que Albert est parfait? Absolument pas. Il y a encore des criticités qu'on doit résoudre. Après, ce sont des criticités quand même qui nous permettent de tenir un écosystème dans le sens où... En fait, et puis même, finalement, Albert est jeune, quoi. Là, tu me disais, c'est 14 mois. 14 mois. Donc, c'est normal qu'au début, il y ait dû avoir des bugs, ce genre de choses, et que maintenant, ça y est, vous commencez à avoir quand même une espèce de routine et que ça fonctionne. Je te coupe, c'est qu'en fait, Albert, je ne peux pas scaler. Il pourrait avoir 30 000 annonces chez Albert. Je ne peux pas scaler Albert parce que je scale de l'humain. Il faut que moi, mes agents, ils soient formés. J'ai aussi peut-être ce souhait d'avoir quelque chose de francophone. Enfin, francophone, oui et non, parce qu'on est en train de regarder le marché anglais. Et j'aimerais quelque chose aussi d'anglophone. Mais anglophone, pareil, j'ai pas envie de déporter en Inde. Parce qu'en Inde, je peux être à 3,50 $. Mais en fait, si on veut apporter justement cette touche premium pour, entre guillemets, battre la technologie, je dois avoir une vision différente. Donc, voilà. Il y a des problèmes dans toutes les sociétés. Il n'y en a aucune qui est parfaite. Et il faut juste s'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc, c'est ce qu'on fait. Après, si on était nul, étant donné qu'il n'y a pas d'engagement à notre offre, on a 19 € par mois, en fait, on n'aurait pas, au bout d'un moment, un écosystème d'Albert tomberait par lui-même au peu de chaque des abonnés. Oui, clairement. Donc, voilà, rien que le fait qu'on tient et qu'on existe est une valeur perçue, dans le sens où on a des clients, nous, c'est des débuts qui sont là. Alors oui, il y en a qui arrêtent Albert, mais quand je regarde l'envers du décor, les gens qui ont plus de 20 annonces, quand bien même ils arrêtent Albert, 80% sont revenus chez Albert une semaine après. Non, mais une fois que tu as une tranquillité d'esprit, tu peux pas à nouveau l'acheter comme ça par la fenêtre. C'est trop important, quoi. On s'y habitue très très vite et puis ça crève. Enfin, je veux dire, c'est un besoin. Enfin, c'est moi qui fais le service client dans l'écosystème, mais j'imagine pas quelqu'un qui gère la logistique avec les clients, une conciergerie. Je ne fais pas de conciergerie non plus de sous-location, mais quelqu'un qui gère des clients, des tiers à droite et à gauche, et en plus, il doit gérer les clients au milieu. C'est une base. Je veux dire, sa vie sentimentale. Non, t'as pas de vie. T'as pas de vie, quoi. Car... Et ne serait-ce que je disais tout à l'heure, même si le téléphone ne sonne pas, tu as toujours en tête qu'il pourrait sonner. Et ça, tu le sors jamais de ta tête. Et ça, c'est juste horrible. Moi, j'avais des entreprises avant, j'avais plusieurs employés, machin et tout ça.
hors location, enfin hors immobilier, mais je savais que quand je fermais ma porte le soir à telle heure, l'entreprise fermait ses portes, j'étais peinard. Sauf que là, tu as de l'humain dans des appartements, t'es jamais tranquille. Ouais. Bon, en tout cas, c'est plutôt chouette. Maxime, as-tu encore une question avant que je conclue ? Oui, j'avais une dernière question pour toi. Tu parlais du modèle économique d'Albert SAV et tu disais que finalement, même si tu rentrais plus de clients, finalement, tu ne pourrais pas augmenter tant que ça. Et donc, tu avais un modèle qui était assez limité. Comment tu envisages du coup de scaler ton business? Comment tu envisages de passer à la vitesse supérieure avec Albert SAV? L'assurance. J'ai une fortune à faire en assurance. Puis même en comment ça s'appelle, en qualité d'information. C'est-à-dire que moi, je m'en fous de faire de la formation ou quoi que ce soit, mais demain, je vais sur le marché de la formation, je ne vois pas que tout le monde. Tout le monde. Personne n'a 5000 annonces en base de données pour avoir des statistiques. Voilà. Après, bon, j'ai aussi d'autres écosystèmes dans le monde de la nuit. Moi, de base, je travaille en boîte de nuit, je travaille à Londres. Des gros écosystèmes. Il y a des ranges dans mon garage, un range. Si demain, je vais aller sur le marché de la formation, je ne vois pas. C'est pour ça aussi que je suis aussi distant sur les réseaux sociaux, ou même je refuse quasiment presque tous les partenariats avec des influenceurs qui me contactent, etc. Donc, l'envers du décor financier d'Albert est plus des racines de bambou. On est en train de mettre en place. Et si jamais un jour, je veux rendre cet écosystème rentable, extrêmement rentable, il peut être extrêmement rentable. Donc voilà, l'envers du décor, c'est une base. C'est une base. Et puis ça me sert aussi parce que j'apprends énormément dans le sens où il y a des très bons élèves chez Albert qui gèrent très bien leur bien. J'ai un peu plus de 118 portes personnellement en base de données. Il y en a qui gèrent très très bien leur appartement et j'ai appris d'eux. Enfin, vraiment, il m'a permis d'améliorer moi mon écosystème. Et rien que ça, j'ai un gain. J'ai réellement un gain à travailler de cette manière-là. Mais voilà, si demain je veux avoir un écosystème beaucoup plus porteur financièrement dans l'écosystème de la location courte durée, l'immobilier, etc., je peux me placer dessus. Ok. Eh ben, écoute, super. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode d'Esprit BNB. Eh bien, s'il faut retenir une chose, c'est que si vous avez besoin qu'on vous explique pourquoi il est important d'avoir un service client dans votre écosystème, c'est que businessment parlant, vous n'êtes pas trop au fait qu'aucun bon business ne peut tourner sans un service client. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Gary, mais je vous le dis, Maxime et moi, on est 100% d'accord avec ça. Donc, si votre objectif est de vivre de la location courte durée, et de vous accroître bien évidemment, eh bien il faut déléguer et puis Albert est là pour vous et bien sûr vous trouverez comme toujours toutes les informations sous ce podcast, comment y aller, comment accéder à Albert, comment pouvoir tester parce que tiens, je vous ferai un petit retour vidéo sur les réseaux d'Esprit BNB parce que moi ça fait 15 jours que je teste Albert, donc je pourrais vous en dire un petit peu plus parce que je l'avais pas testé au moment où on l'enregistre, mais au moment où il va être publié j'aurais pu le tester. Et puis je vous invite aussi à le tester de votre côté puisque Albert, comme le disait Gary tout à l'heure, propose une garantie satisfait ou remboursé, donc allez-y, testez, et puis j'ai bien l'impression que tester c'est approuvé, donc merci à toi Gary pour ce moment de partage. Et puis, je vais faire un petit teasing pour notre prochain épisode. La semaine prochaine, vous le savez, c'est Noël. Donc, Samy, Maxime et moi-même, on vous prépare un petit cadeau. Merci à vous de nous avoir écoutés. Pour ne rien louper, eh bien, abonnez-vous. Pour nous soutenir, il suffit de liker, d'enregistrer, de partager, d'en parler. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Esprit BNB. À très bientôt. C'était Lauriane, accompagnée de Maxime et de notre invité Gary d'Albert pour Esprit BNB. Bye bye! Ciao. Ciao.